Ma sœur a appelé un jeudi après-midi pour me dire qu'elle était avec mon mari. J'ai dit que je savais le rapport de l'agent d'enquête était arrivé 11 jours plus tôt. Et ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'avait pas jugé utile de vérifier, c'est que la maison au bout du cul-de-sac, celle que grand-père nous avait laissée à toutes les deux, en part égale indivise 7 ans auparavant, avait été mise en vente avec elle et Arnaud comme seul vendeur. J'enseigne le droit des biens et l'indivision à l'école professionnelle de Versailles. Semaine 7. Le compromis de vente avait été signé avec un acquéreur. La date de la signature définitive était fixée dans 9 jours. Le notaire de l'acquéreur a appelé Maître Cholet un jeudi, un seul jour ouvré avant la signature, pour résoudre une irrégularité de copropriété. La vente était nulle. La maison vaut 430 000 €. La moitié m'a toujours appartenu. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. C'est encore Camille. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. Cela aide ces histoires à trouver les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. Si vous écoutez depuis Versailles, depuis les Yvelines, depuis n'importe quel endroit où une sœur a essayé de vendre ce qui vous appartenait à moitié, j'aimerais particulièrement l'entendre. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. On dit toujours que les héritages sont compliqués. C'est vrai. Avez-vous déjà assisté à une lecture de succession? Les familles se reforment autour des biens laissés par les morts, parfois avec grâce, parfois avec une précision chirurgicale qui ne laisse aucun doute sur la nature humaine. Les juristes disent qu'il n'existe pas de succession simple, seulement des successions où personne n'a encore trouvé le problème. J'enseigne ça. Semaine 7 du programme d'urbanisme, droit de propriété et indivision, les conditions dans lesquelles une copropriété indivise peut ou ne peut pas être cédée, et pourquoi une seule signature manquante suffit à rendre nul un contrat signé devant notaire. Je l'ai enseigné 4 fois. Chaque fois, j'ai vu les mêmes visages d'étudiants, des gens qui préparent des carrières dans l'aménagement du territoire, qui apprennent à lire un acte notarié, à identifier une servitude, à comprendre pourquoi une vente peut s'effondrer sur un seul mot. Je leur dis toujours la même chose, lisez le titre, lisez-le entièrement jusqu'à la dernière ligne. Est-ce que vous savez combien de personnes ne le font pas? Les gens perdent des propriétés, des héritages et des années de procédure parce qu'ils n'ont pas lu le titre. Ma sœur n'a jamais suivi ce cours. Elle ne se souvenait pas de la lecture chez le notaire 7 ans auparavant, le jour où la succession de grand-père avait été répartie entre nous. Moi, je me souviens de tout. Je m'appelle Violette Chauvin. J'avais 44 ans en octobre, l'automne où tout a commencé à se défaire. Je suis enseignante en urbanisme à l'école professionnelle de Versailles, sur l'avenue de Paris.
Un bâtiment en pierre blonde avec des couloirs qui sentent la photocopie et le café de machine, des salles de cours dont les fenêtres donnent sur des platanes que la municipalité taille tous les 2 ans. Mes étudiants me font confiance parce que je connais toujours la réponse avant que la question soit entièrement posée. C'est ce que la précision donne avec le temps. Arnaud le trouvait irritant. Il me l'avait dit une fois à mi-voix. Tu pourrais laisser les gens finir leurs phrases. Violette. J'avais rangé ça quelque part. Vous connaissez ce réflexe, ranger ce qu'on entend sans l'analyser immédiatement, le garder pour plus tard. J'avais ça depuis longtemps. Pas par docilité, par méthode. La même méthode qui me faisait ranger les documents notariaux dans un classeur étiqueté, dans l'ordre chronologique depuis 7 ans. Nous vivions dans un appartement dans le Chesnay-Rocancourt, à 10 minutes à pied de l'école. 2e étage. Un immeuble des années 70, des volets en PVC, un interphone qui grésille. Le loyer, 2100 € par mois, sortait d'un compte joint que nous alimentions chacun à part égale depuis le début du mariage. Arnaud travaillait dans la logistique, cadre intermédiaire dans une société de transport basée à Roissy-Charles de Gaulle. Son salaire était environ 30% supérieur au mien. Il le mentionnait rarement, mais quand il le faisait, c'était avec la discrétion pesée de quelqu'un qui sait que le chiffre travaille pour lui sans qu'il ait besoin d'insister. Nous étions mariés depuis 16 ans. Je ne savais pas encore ce que 16 ans de mariage pouvaient révéler quand on retire la couche d'habitude. Ma sœur Noémie avait 41 ans. La cadette, de 3 ans exactement. Elle traversait les pièces sans conséquence. Depuis l'enfance, j'avais remarqué ça en elle. Pas de la légèreté à proprement parler, plutôt une façon de ne pas se laisser freiner par les détails. Les détails, selon Noémie, finissaient toujours par s'arranger. Cette conviction avait fonctionné pour elle, dans l'ensemble, pendant 41 ans. Elle avait un appartement à Paris, dans le 14e. Loyer, 1450 € par mois. Je le savais parce que nous en avions parlé une fois, longtemps avant octobre. Elle travaillait dans la communication pour une agence de relations publiques. Elle était bonne dans ce qu'elle faisait, à sa façon. Elle savait mettre les gens à l'aise, trouver l'angle qui plaisait, formuler les choses de manière à ce qu'elles paraissent moins compliquées qu'elles ne l'étaient. Ce dernier talent, je ne l'avais jamais pleinement admiré. Je le comprenais mieux désormais. La maison de grand-père se trouvait au bout d'un cul-de-sac tranquille, pierre et crépi blanc. Un jardin à l'arrière avec un prunier contre le mur du fond. Une terrasse en dalles de béton que grand-père avait posée lui-même au début des années 80. Il avait passé 40 ans dans cette maison. Nous y avions passé des étés entiers, Noémie et moi, des étés de vélo dans le quartier, de cerises cueillies à la main, de dimanches qui s'étiraient sans programme particulier, avec cette qualité du temps propre aux maisons de famille où personne ne regarde l'heure. La cuisine sentait le bois et la tomate en été. Une table ronde en formica bleu clair. 15 personnes autour, certains étés. Grand-père avait ses outils de jardin sur une étagère à l'entrée du cellier, toujours à la même place depuis
que je m'en souvenais. Ce genre de constance, le fait qu'une chose reste à sa place pendant des décennies est une forme de promesse, pas nécessairement tenue par des mots, tenue par la répétition. Quand il est mort, 7 ans avant l'octobre dont je parle, il nous avait laissé la maison à toutes les deux, pas à l'une, pas à l'autre, à toutes les deux. La succession avait été répartie en indivisions, c'est-à-dire en copropriétés indivises à part égale, sans division matérielle des biens. Chaque co-indivisaire détenant 50% de l'ensemble, sans qu'aucune portion physique de la maison soit attribuée à l'une ou à l'autre. C'est une disposition courante dans les successions françaises. Peut-être avez-vous vécu ça dans votre propre famille, ce moment où une propriété passe en indivision sans que personne ne réalise vraiment ce que ça implique. L'acte notarié était clair sur ce point. La lecture avait duré 1 heure et demie un après-midi d'octobre dans le bureau d'un notaire de Versailles. J'avais pris des notes dans un carnet noir, les références légales, les numéros d'articles, les conditions de cession. Noémie était assise à côté de moi et regardait par la fenêtre. L'attestation d'indivision était rangée dans mon classeur professionnel. Ce document notarié, nos noms, les pourcentages, les conditions classées dans le bleu marine depuis 7 ans. Le classeur bleu marine épais avec des intercalaires, numéroté par semaine de cours. Je l'avais placé derrière l'intercalaire marqué semaine 7 parce que c'était le document vivant le plus immédiat que je possédais sur la réalité juridique de l'indivision. Un exemple tiré de ma propre vie que je n'utilisais pas en cours mais qui me rappelait chaque automne quand je préparais cette semaine du programme que le droit des biens ne se limite pas au cas d'école. Chaque année, en septembre, je rouvrais ce classeur. Je relisais l'acte. Je voyais nos 2 noms, en caractères d'imprimerie, côte à côte sur le même document. Violette Chauvin, née Renard, Noémie Chauvin, copropriétaire, indivise, parts égales, 50% chacune. Je le remettais en place et je préparais mes cours. Je n'avais jamais eu l'intention de vendre. La maison n'était pas un actif pour moi. C'était l'endroit où grand-père avait gardé ses outils de jardin sur la même étagère pendant 40 ans, où la cuisine sentait le bois et la tomate en été, où l'on avait appris à Noémie et à moi que le monde était stable parce que certains endroits ne changeaient pas. La maison avait une valeur sur le marché, j'en avais une idée générale, suffisamment précise pour savoir que dans les Yvelines, dans ce quartier, une propriété de ce type valait entre 4 et 500 000 € selon l'État. Mais je n'y avais jamais adossé un projet. Elle était là. Elle m'appartenait la moitié. Je ne lui avais pas parlé de vente. Elle ne m'en avait pas parlé. Le premier signe a été discret, presque anodin. Arnaud avait toujours posé son téléphone face visible sur la table du dîner,
Une habitude que j'avais remarquée il y a longtemps, dans les premiers temps du mariage, et qui ne m'avait jamais particulièrement frappée, ni dans un sens, ni dans l'autre. En septembre, ce n'était plus le cas. L'écran était retourné contre la table systématiquement. Les réponses aux messages se faisaient dans des pièces différentes de la nôtre, et il revenait ensuite avec cette légère sécheresse dans le regard que j'avais appris, avec le temps, à reconnaître comme le signe que quelque chose venait d'être dit et que je ne l'avais pas entendu. Les conversations téléphoniques se terminaient avant qu'il entre dans la cuisine. Ce n'était pas dramatique. Vous connaissez ce genre de signe? Pas un aveu, pas une rupture, simplement une mécanique légèrement différente, comme une porte qui ne ferme plus tout à fait comme avant et qui laisse entrer un air froid qu'on remarque avant de chercher d'où il vient. J'ai engagé l'agent d'enquête en septembre. 240 €, pas par impulsion, par précision. Je voulais savoir exactement ce que je regardais avant de réagir. Vous feriez pareil, non? Le rapport est arrivé en octobre. Une enveloppe ordinaire, adresse tapée à la machine, posée sur le paillasson un mardi matin. 240 € l'enquête, payée par virement la semaine précédente. Je l'ai lu à la table de la cuisine avec un café avant de partir à l'école. C'était un texte bref. Langue neutre. Date, lieu, durée, nom. 4 rendez-vous, 3 semaines, le nom de ma sœur à la 3e ligne. J'ai terminé mon café. J'ai rangé le rapport dans le classeur bleu marine, derrière l'attestation d'indivision, puis je suis allée enseigner. Ce matin-là, j'avais cours de 8 heures à 10 heures. 3e semaine du semestre, chapitre sur les servitudes d'urbanisme. Pas l'indivision encore, ça c'était la semaine sept. Mais le type de droit qui décide ce qu'on peut construire, où et comment, indépendamment de ce qu'on possède. J'avais 23 étudiants dans la salle ce mardi-là. La moitié préparait des concours administratifs. L'autre moitié voulait travailler dans des agences d'aménagement ou des collectivités territoriales. Ils apprenaient que la propriété foncière en France n'est pas absolue, qu'elle est encadrée, limitée, définie par des textes qui existent depuis 2 siècles et que personne ne lit, sauf en cas de problème. Je leur enseignais précisément ce que signifie lire le titre. Pendant 2 heures, j'ai parlé de droit réel immobilier, d'opposabilité aux tiers, de registre foncier. Je n'ai pas pensé à Arnaud une seule fois pendant que je parlais. On ne peut pas enseigner et penser à autre chose en même temps, pas si on enseigne bien. La concentration que ça exige est suffisamment totale pour laisser le reste dans l'antichambre. Après le cours, j'ai eu 20 minutes dans mon bureau avant la réunion pédagogique de 11 heures. J'ai mangé un biscuit et regardé par la fenêtre les platanes de l'avenue de Paris, taillés en carré par la municipalité, avec leurs troncs blancs et leurs branches courtes. Ils reviennent chaque printemps exactement de la même façon
quelle que soit la taille de l'automne précédent. C'est une chose que j'aimais chez eux, la régularité, la prévisibilité, le fait que certaines choses reviennent à leur forme naturelle si on les laisse faire. J'ai pensé aux pruniers de grand-père et j'ai pensé que les arbres, contrairement aux propriétés, n'ont pas besoin d'un acte notarié pour savoir à qui ils appartiennent. Le deuxième signe est venu de Baptiste. Semaine 3 du semestre, chapitre sur les servitudes et les droits de passage. Un sujet moins dramatique que l'indivision, mais tout aussi précis dans ses conséquences. J'ai passé 2 heures à expliquer à des étudiants de 20 ans comment un droit de passage inscrit dans un acte en 1942 pouvait bloquer une construction en 2022. Ils trouvaient ça fascinant. Moi aussi, à vrai dire. Moi, je pensais à la 3e ligne du rapport et à la façon dont Arnaud avait dit que ma façon de connaître les réponses à l'avance lui semblait irritante. Je me demandais si ce qu'il voulait dire, en réalité, c'est qu'il préférait quelqu'un qui ne lirait pas jusqu'au bout. Le deuxième signe est venu de Baptiste. Mon cousin Baptiste avait 38 ans. Il habitait à Mantes-la-Jolie. Il n'avait hérité d'aucune part dans la maison, mais il était présent. Lors de la lecture chez le notaire, grand-père avait voulu que la famille soit là, pour l'ensemble de la lecture. Baptiste avait une mémoire des faits et des chiffres, précise, séquentielle, comme la mienne. Il appelait rarement. Quand il le faisait, c'était pour une raison précise. Il a appelé un vendredi matin, en novembre, 7h45. Il venait d'un dîner de famille 2 jours plus tôt. Le genre de dîner auquel je n'avais pas été invitée, ou plutôt auquel personne n'avait pensé à m'inviter depuis qu'Arnaud avait cessé de maintenir cette partie de notre vie sociale. Baptiste m'a dit que Noémie avait mentionné la vente de la maison au cours du repas, en passant comme si c'était une chose déjà réglée depuis longtemps. Elle avait utilisé le mot « on », elle et un partenaire non nommé, et mentionné un calendrier, une date de printemps, un projet de déménagement. Elle n'avait mentionné personne d'autre dans la transaction, pas une autre copropriétaire, pas une autre signature requise. Baptiste a dit « Elle t'a demandé ?» J'ai dit « Non ». Il a dit « C'est intéressant. » Vous trouvez ça intéressant aussi, n'est-ce pas? Il n'a pas ajouté grand-chose. C'est le propre des gens qui comprennent les mécanismes sans avoir besoin d'en parler pendant 10 minutes. Ils savent que la formulation courte suffit et que ce qui vient ensuite ne leur appartient pas. Nous avons raccroché. Je suis allée ouvrir le classeur bleu marine. Je connaissais déjà la réponse, bien sûr. Je la connaissais depuis la lecture chez le notaire. Mais il y a une différence entre savoir par la mémoire et vérifier par le document, entre avoir les articles en tête et tenir l'acte entre ses mains, lire les noms, lire les pourcentages, lire la référence à l'article 815 du Code civil. Aucune cession d'un bien indivis sans le consentement de tous les co-indivisaires.
J'ai relu l'attestation ce soir-là, du premier paragraphe à la signature du notaire. 215 000 € chacune, valeur estimée à l'époque. Votre nom sur un document, c'est une chose que vous ne devriez jamais laisser quelqu'un oublier. Consentement requis de toutes les co-indivisaires pour toute opération de cession, d'hypothèque ou de bail de longue durée. Toute vente sans accord de l'ensemble des copropriétaires est nulle de plein droit quant à la part non consentie. J'ai refermé le classeur. 3 jours après l'appel de Baptiste, je suis allée le voir. Il habitait à Mantes-la-Jolie, à 40 minutes de voiture, depuis Versailles, dans un appartement en rez-de-jardin, avec une cuisine qui donnait sur un petit carré de terre où il faisait pousser des tomates en été. Nous avons bu du café. J'ai posé sur la table le rapport de l'agent d'enquête et une copie de l'attestation d'indivision. Baptiste a lu le rapport, puis l'attestation, puis le passage sur les conditions de cession. Il a relu ce dernier 2 fois. Il a dit « Elle n'a pas vérifié le titre ». J'ai dit « Non ». Il a dit « Tu l'as, toi ». J'ai dit « Depuis 7 ans ». Il a regardé nos 2 signatures au bas de l'attestation, à côté du cachet du notaire, et il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Elle t'a traité comme si tu n'existais pas dans ce document. Pas avec colère, avec la précision factuelle de quelqu'un qui lit un document et énonce ce qu'il contient. J'ai dit que c'était une façon de le formuler. Il a dit « C'est la formulation exacte ». Nous avons parlé encore 1 heure. Il m'a dit ce qu'il savait du projet de Noémie, les détails qu'il avait glanés lors du dîner de famille, les montants approximatifs qu'elle avait mentionnés en passant, le calendrier qu'elle avait évoqué avec la désinvolture de quelqu'un dont les plans sont déjà réglés. Elle avait parlé de 400 000 € environ. Elle avait parlé de repartir sur une bonne base. Elle n'avait pas mentionné ce que les 200 000 € de sa quote part représentaient pour quelqu'un qui codétenait la propriété depuis 7 ans sans en avoir jamais rien tiré. En rentrant, j'ai appelé Maître Cholet pour prendre un premier rendez-vous d'information. Pas encore pour agir, pour préparer. C'est l'ordre dans lequel je fonctionne. D'abord comprendre ce qu'on a en main, ensuite décider quoi en faire. Noémie a appelé un jeudi après-midi, 2 semaines plus tard. Il était 16h20. Je rentrais de l'école, mon sac sur l'épaule. Dans l'escalier, le téléphone a vibré dans ma poche. J'ai reconnu son numéro. J'ai décroché avant d'avoir enlevé mon manteau. Elle a dit « Il faut que je te dise quelque chose. Arnaud et moi sommes ensemble. Je suis désolée, Violette, c'est arrivé comme ça. » J'ai dit que je savais depuis 11 jours. Un silence. Court. Le genre de silence qui précède un recalibrage d'urgence. Quelqu'un qui s'était préparé à une certaine conversation et qui doit maintenant en mener une autre. Elle a dit « On va vendre la maison et partir. » J'ai dit « Quelle maison? » Un autre silence. Plus incertain, celui-là.
Le ton de quelqu'un qui réalise que la question n'est pas rhétorique. Elle a dit « celle de grand-père ». J'ai dit « tu as parlé à un notaire de l'indivision ». Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Ce n'était plus un recalibrage. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemble à un sol qui s'affaisse par petits morceaux trop lentement pour qu'on puisse l'appeler une chute, mais assez régulièrement pour qu'on sente que l'équilibre est en train de changer. Elle a dit « La succession a été laissée à toutes les deux, mais j'ai supposé. » J'ai dit « Oui. » Elle nous a été laissée à toutes les deux. En parts égales indivises. Tu as besoin de mon accord pour vendre. Est-ce que vous entendez l'ironie, chers auditeurs? Cette phrase, je l'enseigne chaque année. Je la connaissais mieux que n'importe qui. Elle a dit « Tu aurais accepté ». J'ai dit « On ne me l'a pas demandé. » Qu'auriez-vous répondu à ma place? Je n'avais pas élevé la voix. Il n'y avait aucune raison de le faire. Il y a des moments où la précision est suffisante, où les faits formulés clairement, sans ornement et sans inflexion dramatique, ont plus de poids que n'importe quelle emphase. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Si vous avez un document devant vous et qu'il vous semble compliqué, formulez les faits, énoncez les conditions. Laissez la loi faire son travail. Le reste, c'est du bruit. J'ai dit que je rappellerais. Je n'ai pas rappelé ce soir-là. Le compromis était déjà signé. Je l'ai su précisément ce même soir-là par Baptiste, qui avait, lors du dîner de famille en novembre, entendu Noémie mentionner non seulement la vente, mais aussi une date de signing imminente, et qui avait eu la bonne idée de noter ce détail avant d'appeler. Un acquéreur avait signé. Une date définitive était prévue dans 9 jours. 9 jours. C'est très court quand vous avez déjà signé. C'est une durée tout à fait raisonnable quand vous êtes du côté d'un mécanisme juridique qui n'a pas encore été activé. Seulement une vérification de titre. Voilà tout ce qu'il fallait. Pensez-y un instant. J'ai pensé à ce que Noémie avait supposé. Elle avait supposé que la maison lui appartenait en très grande partie, ou que la succession avait été organisée différemment, ou que j'avais simplement négligé de lire l'acte notarié de la liquidation successorale. C'est une supposition courante. Les gens oublient les lectures, les documents, les clauses qui n'ont pas d'effet immédiat. Ils oublient les articles du Code civil que personne ne consulte, sauf les notaires, les juges et les enseignants en urbanisme qui préparent la semaine sept de leur programme chaque automne depuis 4 ans. Ce type d'oubli est compréhensible. Vous aussi, peut-être, vous avez hérité d'un bien sans relire chaque ligne de l'acte. Ce qui est moins compréhensible, c'est de signer un compromis de vente pour 215 000 € sur cette base-là, sans vérifier le titre, sans consulter les registres, sans demander à la personne dont le nom figure sur l'acte depuis 7 ans si elle avait des objections. Est-ce que vous avez un endroit comme ça? Un endroit dont vous ne pouvez pas expliquer la valeur à quelqu'un qui ne l'a pas connu? J'ai pensé au jardin, aux pruniers, aux étés où grand-père sortait une chaise, pliante sur la terrasse après le déjeuner,
et lisait jusqu'à ce que l'ombre couvre le mur du fond. J'avais 37 ans quand il est mort. Vous comprenez ce que ça signifie à cet âge de perdre un endroit que vous associez à l'enfance? Pas comme un enfant qui ne sait pas encore que les endroits peuvent disparaître. Pas comme un très vieux qui a appris à s'en détacher. Comme quelqu'un à mi-chemin qui sait exactement ce qu'il perd. Je n'avais pas l'intention de laisser passer ça. J'ai appelé Maître Cholet le vendredi matin. Maître Fabienne Cholet exerçait à Versailles. Non loin du palais de justice, une rue calme du centre-ville, des façades en pierre de taille, une plaque en laiton à l'entrée de l'immeuble. Son cabinet était efficace, des étagères de classeurs étiquetées avec méthode. Une secrétaire qui répondait avant la deuxième sonnerie, des stores vénitiens réglés avec précision. Elle avait traité la succession de grands-pères 7 ans plus tôt. Elle connaissait les documents. Elle connaissait les noms. 57 ans. La façon de parler de quelqu'un qui a instruit beaucoup de dossiers sans jamais se laisser émouvoir professionnellement. Je lui ai exposé la situation en 7 minutes, avec les dates, les noms, les montants estimés et le numéro de l'article applicable. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo et a dit « Vous avez l'attestation? » J'ai dit que je l'avais. Elle a dit « Envoyez-la moi ce matin. » Je lui ai envoyé par courriel une copie scannée avant 10 heures. Le classeur bleu marine était ouvert sur mon bureau de travail. L'attestation d'indivision occupait la première place, derrière l'intercalaire de la semaine 7, là où je la rangeais depuis la lecture chez le notaire 7 ans plus tôt, et où je la retrouvais chaque automne au moment de préparer les cours. Maître Cholet a rappelé dans l'après-midi à 14h40. Elle avait vérifié le titre, consulté le registre de la conservation, des hypothèques de Versailles et identifié le notaire de l'acquéreur par les voix standards. Sa voix avait la même texture qu'avant. Neutre, précise, sans inflexion dramatique. Elle a dit « La vente telle qu'elle est constituée ne peut pas aboutir. » Le compromis désigne Madame Noémie Chauvin comme seul vendeur, mais elle ne détient que 50% de la propriété indivise. La vente de la totalité sans votre consentement est nulle quant à votre quote-part. C'est l'article 815 du Code civil, alinéa 1er. Il n'y a pas d'ambiguïté. J'ai dit que je comprenais. Elle a dit « Que souhaitez-vous faire? » J'ai dit que je ne consentirais pas à la vente. J'ai dit que je souhaitais exercer mon droit de rachat, l'article 815-14 du Code civil. Vous pouvez noter ce numéro. Il permet à un co-indivisaire de racheter la part de l'autre à titre prioritaire au prix du marché. Elle a dit « Bien, je notifie le notaire de l'acquéreur. » Une phrase, comme on annonce la fin d'une réunion avec la même absence totale d'inflexion dramatique. C'est ce que j'aimais chez elle. Rien de superflu. Le notaire de l'acquéreur a appelé Maître Cholet le lendemain matin. J'ai appris les détails plus tard par compte-rendu. Le notaire de l'acquéreur avait procédé à sa vérification standard
Il avait identifié l'indivision dans le registre, constaté que le compromis désignait un seul vendeur pour un bien à propriété partagée, contacté immédiatement Maître Cholet. La réponse avait confirmé que l'autre copropriétaire n'avait pas consenti et entendait exercer son droit de rachat prioritaire. La signature définitive était dans 9 jours. L'appel avait eu lieu un seul jour ouvré avant. L'acquéreur s'est retiré 3 jours plus tard. La perte de la compte, 15 000 €, était pour le compte de Noémie et Arnaud. Clause standard du contrat. C'était la première conséquence financière. Arnaud a appelé le même après-midi que le retrait de l'acquéreur, pas par l'intermédiaire d'un avocat, pas en passant par Noémie, directement sur mon téléphone personnel, à 17 heures passées. J'étais dans la cuisine et je préparais du riz. Je l'ai laissé parler d'abord. Il a dit que je rendais les choses très compliquées. J'ai dit que je n'avais pas signé le compromis. Un silence. Puis il a dit qu'il y aurait des frais juridiques et que je ferais bien de considérer un arrangement amiable. J'ai dit que c'était une question pour son avocat et Maître Cholet, et que les coordonnées de Maître Cholet étaient disponibles sur le site de l'office notarial. Il a demandé si j'allais vraiment forcer une procédure de rachat. J'ai dit que c'était une option. L'autre, je lui ai expliqué, c'était la copropriété perpétuelle en indivision. Est-ce que vous voyez ce que ça signifie concrètement? Louis et Noémie ne pourraient pas vendre, hypothéquer, modifier ou louer la propriété sans mon accord écrit, pour aussi longtemps que l'indivision persisterait. Il n'y avait pas de délai légal automatique d'extinction. Il n'y avait pas de délai légal automatique d'extinction. Ça pouvait durer indéfiniment. Le loyer notionnel de la propriété, entre 1 200 et 1 500 € par mois, selon les estimations du marché pour une maison de ce type, dans ce quartier, continuerait à s'accumuler comme une valeur théorique, non réalisée pour tous les copropriétaires, y compris moi. J'ai entendu sa respiration changer légèrement. Il n'avait pas prévu ça. Peut-être pensait-il que 16 ans de mariage lui avaient donné une connaissance suffisante de mes réactions. Mais est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un après 16 ans si on ne l'a jamais regardé travailler? Il pensait que j'improvisais sous l'effet de la colère et que la colère, avec le temps, céderait à quelque chose de plus accommodant. Il me connaissait depuis 16 ans et il pensait ça. J'ai continué à surveiller le riz. Il a rappelé 2 jours plus tard, cette fois par avocat. Un cabinet en droit immobilier basé à la Défense, avec un en-tête à 2 colonnes. La demande était de reporter la procédure de 45 jours pour permettre une résolution amiable. Maître Cholet a répondu que la demande de rachat était formelle et que le délai légal courait à compter de la notification. Elle a précisé que 45 jours supplémentaires de copropriété en indivision ne présentaient aucun avantage pour ma cliente et qu'elle n'avait aucune raison juridique d'y consentir. Le délai n'a pas été accordé. Pas de surprise. La procédure de rachat
a été déposée en janvier auprès du tribunal de grande instance de Versailles. 215 000 €. Est-ce que ce chiffre vous semble abstrait? Il ne l'est pas, c'est le prix d'un appartement dans les Yvelines, le résultat de 40 ans de remboursement d'un crédit que grand-père avait soldé avant ma naissance. Maître Cholet avait rédigé la demande avec la précision qui la caractérisait. L'attestation d'indivision, pièce jointe numéro 1. Le compromis nul. Numéro 2. La correspondance entre cabinets. Pièces 3 à 7. La demande d'expertise. En conclusion, 7 pièces. Tout y était. La valeur du marché devait être fixée indépendamment, ni par Noémie, ni par moi, par un expert désigné par le tribunal. C'est ça, l'indépendance judiciaire. Elle est inconfortable précisément pour ceux qui espéraient pouvoir négocier le chiffre. Le tribunal a désigné un expert immobilier en janvier. Il s'est rendu sur place en février. Un mardi gris avec une lumière froide sur les façades en pierre et en crépi. Le jardin n'avait pas été entretenu depuis plusieurs mois. Les feuilles des platanes du quartier couvraient les dalles de la terrasse. Et le prunier au fond avait poussé de façon anarchique pendant l'automne sans qu'on y prête attention. J'avais transmis à l'expert les plans cadastraux, l'acte de propriété original et les photos datées de l'état du bien que j'avais prises moi-même en novembre. Je n'avais pas accompagné l'expert. Je lui avais laissé faire son travail. En février également, Noémie a essayé de me joindre directement. Un message sur le téléphone, laissé un mercredi soir à 22 heures, avec une voix qui n'avait plus la même assurance qu'en novembre. Elle disait qu'elle souhaitait parler, qu'elle pensait qu'on pourrait trouver quelque chose entre nous et que faire intervenir les tribunaux ne nous ressemblait pas. Je n'ai pas rappelé. J'ai transmis le message à Maître Cholet à titre informatif. Elle m'a répondu « Ne communiquez que par voie formelle à compter de maintenant. » J'ai suivi ce conseil. En mars, l'avocat d'Arnaud a tenté une manœuvre procédurale que Maître Cholet avait anticipée. La théorie était que ma décision de ne pas consentir à la vente constituait un abus du droit d'indivision, une notion qui existe dans la jurisprudence française sous des conditions très précises qui supposent que le refus d'un co-indivisaire soit manifestement contraire à l'intérêt commun et sans motif légitime. La demande a été rejetée en 2 semaines. Le juge a noté, dans une formule brève et parfaitement sèche, que l'exercice du droit de rachat prévu à l'article 815-14 du Code civil est un droit discrétionnaire du co-indivisaire qui n'est pas subordonné à la justification d'un motif particulier. Je n'avais pas à expliquer pourquoi je souhaitais racheter la part de ma sœur. J'avais simplement à exercer un droit que la loi me reconnaissait. C'est ce que j'enseigne. Lisez le titre. Connaissez vos droits. Ne laissez pas quelqu'un vous convaincre que vous avez besoin d'une raison pour exercer ce que la loi vous accorde sans condition. Maître Cholet m'a transmis la décision par courriel avec une seule ligne de commentaire. Comme prévu.
En mars également, Noémie a sollicité Sylvie, notre cousine de Lyon, 46 ans, la membre de la famille qui avait toujours cru que les conflits se résolvaient autour d'une table s'il y avait suffisamment de bonne volonté et de café. Sylvie m'a appelé un dimanche matin et m'a demandé si je ne pouvais pas faire un geste. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là. Elle a dit que Noémie était dans une situation difficile. J'ai dit que je savais et que cette situation difficile avait commencé le jour où Noémie avait signé un compromis de vente sur un bien dont elle ne détenait que 50%, sans consulter l'autre copropriétaire, sans même vérifier le titre. Sylvie a dit que les familles devaient se soutenir dans l'adversité. J'ai dit que j'étais entièrement d'accord. J'ai dit que ça aurait pu commencer bien avant le compromis. Nous avons raccroché poliment. Je ne l'ai pas rappelé. Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix familiale et ce qui vous appartient légalement? Je n'ai pas eu l'impression de choisir. Le choix avait été fait pour moi. En novembre, quand Noémie avait signé un compromis sans me consulter. Le même mois, l'avocat d'Arnaud a essayé une deuxième ligne d'attaque, moins solide encore que la première. Il avait cherché à démontrer que la maison avait une valeur locative théorique qui aurait dû être partagée entre les co-indivisaires depuis 7 ans, la maison étant restée vacante pendant cette période. La théorie reposait sur une disposition de la jurisprudence qui s'applique quand un co-indivisaire occupe exclusivement le bien à l'exclusion de l'autre, auquel cas une indemnité d'occupation peut être due à l'autre copropriétaire. La maison était vide depuis la mort de grand-père. Personne n'y avait habité. Personne n'en avait tiré aucun bénéfice locatif. Personne ne l'avait occupé à l'exclusion de quiconque. La théorie s'est effondrée sur les faits en moins de 10 jours. Maître Cholet m'a dit, avec la même sécheresse aimable que d'habitude, « Il cherche. » J'ai dit, « Je sais. » Elle a dit, « Ils ne trouveront rien. » Je le savais aussi. L'évaluation judiciaire est revenue en avril, dans un rapport de 42 pages, avec des références cadastrales, une comparaison avec 5 ventes récentes, dans un rayon de 2 kilomètres, et une estimation finale. 430 000 € pour la propriété entière. 215 000 € pour la quote part de Noémie. Maître Cholet m'a appelé le matin où le rapport est arrivé. Elle a lu les chiffres sans commentaire particulier. J'ai dit que j'acceptais la valeur. Elle a dit que Noémie avait 90 jours pour réunir la somme. À défaut, le tribunal pouvait ordonner la mise aux enchères de la totalité du bien, auquel cas ni Noémie ni moi n'aurions le contrôle du prix de vente finale ni de l'acquéreur. J'ai dit, elle arrangera le paiement. Maître Cholet a dit, je le pense également. L'avocat de Noémie a essayé, en avril, de faire contester l'évaluation en soulevant une question sur la méthode comparative utilisée par l'expert. Un des immeubles de référence avait des travaux en cours qui, selon la défense, auraient affecté sa valeur à la baisse et donc sous-estimé la valeur de la propriété de grand-père.
Maître Cholet a répondu en 3 points. L'expert avait pondéré les valeurs selon l'état d'entretien de chaque bien de référence mentionné explicitement en page 23 du rapport. Une contestation prendrait 3 à 6 mois, sans suspendre le délai de 90 jours. 3 points. Réponse complète. L'avocat de Noémie n'a pas contesté l'évaluation. Sage décision, mais est arrivé avec une lumière différente sur les toits de Versailles. Cette lumière du début du printemps, pas encore tout à fait tiède, mais promettante. Les façades en pierre paraissaient moins grises. Les arbres du boulevard semblaient avoir gagné quelques centimètres depuis la semaine précédente. La procédure de règlement était fixée au 15 mai, un mardi, dans une salle du tribunal de grande instance de Versailles. Une salle sobre avec une table rectangulaire, des chaises en plastique, un greffier à un poste informatique dans l'angle. Le genre de pièce où des choses importantes se décident dans un silence administratif. J'y suis allée seule. Sans Arnaud, il n'était pas parti à cette procédure spécifique. Sans personne d'autre. Maître Cholet était déjà là quand je suis arrivée, ses classeurs posés devant elle avec méthode, son stylo dans la main droite, avec ce maintien particulier qui m'avait frappé la première fois que je l'avais rencontré. L'avocat de Noémie était assis de l'autre côté de la table. Noémie était à côté de lui. C'était la première fois que nous étions dans la même pièce depuis octobre. Elle avait les cheveux légèrement plus courts. Elle portait un manteau beige que je ne lui connaissais pas. Elle avait l'aspect de quelqu'un qui n'a pas bien dormi. Les traits tirés, les épaules moins hautes qu'à l'ordinaire, le regard qui se posait sur les documents sans vraiment les lire. Quand je me suis assise en face d'elle, elle a levé les yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Rien d'hostile. J'étais simplement là. Maître Cholet a présenté les documents dans l'ordre qu'elle avait arrêté. L'attestation d'indivision en premier, nos 2 noms, les pourcentages, la date. Puis le compromis nul, avec la signature de Noémie sur la ligne vendeur. Seul. Puis l'acte formel du droit de rachat. Puis l'évaluation judiciaire. 430 000 €. Elle les a posés sur la table, un par un, sans commentaire entre chaque document. L'avocat de Noémie a regardé la valeur estimée et a demandé s'il y avait une marge de négociation. Maître Cholet a dit « L'évaluation est judiciaire, indépendante ». Il a demandé si Madame Violette Chauvin avait envisagé un règlement à l'amiable à un montant différent, compte tenu des circonstances familiales. Maître Cholet l'a regardé un moment. Elle avait cette façon de regarder quelqu'un avant de répondre qui donnait l'impression que la question venait d'être évaluée et trouvée insuffisante. Elle a dit « Ma cliente a exercé son droit tel que prévu par l'article 815-14 du Code civil. Le prix est celui que le tribunal a fixé. » Il n'a pas posé d'autres questions. Noémie avait pris le compromis de vente dans les documents posés sur la table.
Elle le regardait, sa propre signature, en bas de la deuxième page, sur la ligne intitulée « Vendeur ». Il n'y avait pas de deuxième signature sur cette ligne. Pas d'autre nom. Elle avait signé comme seul vendeur d'une propriété dont elle possédait exactement 50%. Elle a reposé le document. Elle a regardé l'attestation d'indivision. Savez-vous ce que ça représente? De voir son propre nom sur un acte qu'on pensait ne plus jamais consulter. 2 noms, 2 pourcentages identiques, 2 signatures apposées 7 ans plus tôt, devant un notaire. Je me souviens de cette pièce parfaitement. Les doubles rideaux beige, la lumière d'octobre par la fenêtre, de droite, le son de la plume sur le papier, la voix du notaire, avec le rythme de quelqu'un qui a lu des milliers d'actes et qui y croit toujours. Elle a levé les yeux vers moi. Je la regardais. Elle a regardé la table. Maître Cholet a enregistré les termes du règlement et a demandé au greffier de tamponner les documents de séance. Noémie avait 75 jours pour effectuer le virement de 215 000 € sur le compte notarial. À compter du paiement confirmé, la quote-part lui serait formellement cédée et l'acte de propriété serait mis à jour au nom de Violette Chauvin, seule propriétaire. C'était un mardi de mai. 11h40. Je me suis levée. Mon manteau, je suis sortie. J'ai serré la main de Maître Cholet. Je n'ai pas dit au revoir à Noémie. Pas par cruauté. Que dire dans ce cas? Simplement parce qu'il n'y avait rien à ajouter à ce que les documents avaient dit et que les mots supplémentaires n'auraient rien ajouté à la réalité. J'ai marché jusqu'à ma voiture dans la rue calme, derrière le tribunal. Vous savez ce sentiment quand vous sortez d'une pièce où quelque chose vient de se terminer. Pas de la légèreté. Pas du soulagement non plus, exactement. Quelque chose de plus tranquille que tout ça. Les platanes avaient de leurs premières feuilles, petites et d'un vert clair, encore un peu incertain. Il faisait frais. Mais c'était le genre de fraîcheur du printemps qui n'est pas encore tout à fait résolu, qui promet autre chose dans quelques semaines. Noémie a réuni les 215 000 € en juillet, par le biais d'un prêt familial, selon ce que Baptiste m'a dit plus tard, sans entrer dans les détails. Je n'ai pas demandé d'où venait chaque euro. Je suis devenue la seule propriétaire de la maison à la fin du mois de juillet. 215 000 € versés, un acte notarié, mon seul nom sur le titre, votre nom sur un titre de propriété. Vous savez ce que ça représente quand c'est arrivé comme ça. L'acte notarié est arrivé sous enveloppe recommandée un jeudi matin, signé par Maître Cholet et tamponné par le service de la publicité foncière de Versailles. J'ai rangé l'acte dans le classeur bleu marine, derrière l'attestation d'indivision et derrière le compromis de vente nulle, dans l'ordre chronologique. La section semaine 7 du classeur contenait désormais 3 documents relatifs à la même propriété, chacun à sa date. La première fois que je suis entrée
dans la maison après que l'acte notarié soit officiel. C'était un samedi de la fin juillet, avec un sac de provisions et une paire de gants de jardinage. J'avais la clé depuis toujours, une copie de celle de grand-père, en laiton un peu terni, sur un porte-clés en cuir marron que j'avais acheté à Versailles pour la distinguer de mes clés d'appartement. Je n'avais pas eu à en changer la serrure. Noémie n'en avait jamais eu d'exemplaire, du moins pas à ma connaissance, et Arnaud certainement pas. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le léger décalage habituel, puis le clic propre, puis la porte. L'odeur des maisons fermées longtemps, de la poussière et, très légèrement, quelque chose qui ressemblait encore à la cuisine de grand-père. Ce n'était pas une odeur de maison abandonnée. C'était une odeur de maison qui attend. Le jardin avait besoin de travail. Je m'y suis mise le samedi suivant avec des gants de jardinage, un sécateur que j'avais acheté la veille dans un magasin de bricolage du quartier et la lumière de juillet sur le crépi de la façade. Le prunier au fond du jardin avait poussé de façon anarchique pendant les mois où personne ne s'en était préoccupé. J'ai taillé les branches basses, en commençant par les plus sèches. J'ai ramassé les feuilles mortes accumulées contre le mur. J'ai dégagé les dalles de la terrasse. C'était un travail lent, méthodique, et j'ai aimé ça. La façon dont chaque décision a une logique, une raison précise, un avant et un après qui se voient immédiatement. La procédure de divorce a suivi son propre calendrier. Séparément, conclu en septembre, droit français, union, sans enfant. Arnaud avait tenté, pendant la procédure, de faire valoir des dépenses communes, des contributions hypothétiques à des biens qui n'avaient jamais été matrimoniaux. Vous imaginez l'argument? La maison de grand-père n'était pas un bien commun. Elle était entrée dans mon patrimoine par succession, indépendamment du mariage, et n'avait donc pas à faire partie du partage. Le juge aux affaires familiales avait noté, dans sa décision de septembre, que la participation d'Arnaud à une tentative de cession d'un bien en indivision, sans l'accord de la copropriétaire, avait été prise en compte dans l'appréciation des circonstances de la séparation. Ce n'était pas une condamnation. C'était une phrase dans un document. Parfois, une phrase dans un document est suffisante. En septembre, l'année scolaire a repris. J'ai préparé les supports du programme d'urbanisme pour le nouveau semestre. La semaine 7. Droit de propriété et indivision. J'ai mis à jour les références jurisprudentielles avec 2 décisions récentes du tribunal de grande instance qui clarifiaient certains points de procédure. Je n'ai pas utilisé l'affaire de la famille comme exemple. J'ai préparé le classeur de notes pour le nouveau terme et je l'ai posé sur l'étagère où je le mets toujours, à côté des documents notariaux de la succession de grand-père, dans l'ordre chronologique. Ils l'ont été depuis la lecture chez le notaire 7 ans plus tôt. J'ai retrouvé, en rangeant, une photo dans la poche intérieure du classeur, une photo de Noémie et moi dans le jardin de la maison,
Un été que je situe à peu près quand j'avais 12 ans et elle 9. Nous tenions chacune une cerise entre les doigts et nous regardions l'objectif avec le sérieux improbable des enfants qui ont conscience d'être photographiés. Le prunier était déjà là, dans l'arrière-plan plus petit, avec ses feuilles d'été. Grand-père avait dû prendre la photo. J'ai remis la photo dans la poche intérieure du classeur. Je ne l'ai pas jetée, mais je ne l'ai pas mise dans un cadre non plus. Il y a des choses qu'on garde sans pouvoir encore décider ce qu'on en fait. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est une leçon simple. Et je voudrais que vous l'emportiez avec vous ce soir. Si vous avez hérité d'un bien, relisez votre titre. Aujourd'hui, ceux qui essaient de vendre ce qui est à moitié vôtre comptent sur le fait que vous avez oublié la lecture chez le notaire. Ils comptent sur votre inattention, sur votre confiance passive. La confiance qui laisse des zones d'ombre parce qu'il est plus confortable de ne pas regarder certains documents trop en face. J'enseigne les droits de propriété et l'indivision depuis 4 ans. Je n'ai pas oublié la lecture. Je n'ai pas oublié les articles. Je n'ai pas oublié mon nom sur ce document à côté du sien. Chers auditeurs, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous annoncé l'indivision à Noémie dès l'instant où vous avez trouvé le compromis? Ou attendu que le notaire de l'acquéreur la prenne par lui-même et laisser la mécanique juridique faire son travail? Dites-le-moi en commentaire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a déjà été traité comme absent d'un bien qu'il n'avait jamais quitté. Et merci de m'avoir écouté.